Jean-Paul Souras, dont on va vous parler maintenant. Enfin, c'est lui qui va parler, puisqu'on a enregistré sur les 2 heures d'enregistrement. On en a gardé combien? Une vingtaine de minutes? 25 minutes. 25 ouais, j'ai fait un montage en deux morceaux. Voilà. On arrive donc dans une petite rue, la rue Pasteur, à Coudekerque-Branche. Une petite maison du Nord, la traditionnelle, mais en briques, voilà, qui paye pas de mine. On sonne, et le propriétaire des lieux nous ouvre. C'est Jean-Paul Souras. Une tête, vous la verrez, Piquet-Coup a fait un tout petit scopitone, là. Vous verrez sa tête, vous comprendrez tout de suite. Bon, on a été reçus d'une manière vraiment sympa. On a visité son petit jardin, mignon comme tout, qui a beaucoup plu à Piquet-Coup en tout cas. Bah oui, il y a un massif d'hortensia magnifique et il y a des kiwis à profusion. Voilà. Et après, on est passé, si vous voulez, dans sa salle de séjour, qui est collée à l'atelier, et on a commencé, à lui parler. Je veux dire que c'est quelqu'un quand même assez impressionnant. Enfin, il disait qu'il lui-même était inquiet de cette interview parce que il n'avait pas trop l'habitude. Et puis je pense que c'est pas un extraverti, mais plutôt un introverti, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et c'était ça s'est déroulé tranquillement malgré tout pendant ces 2 heures. On a visité l'atelier, on a eu droit à nous a montré des œuvres, voilà, parce que j'avais eu la maladresse, si on peut dire ça comme ça, de dire qu'il faisait pas de grand format. Apparemment, ça a touché quelque chose chez lui. Et donc, il nous a montré quelques grands formats magnifiques, dont le magret de canard, là, c'est comment Inspecteur Magret. Inspecteur Magret, voilà. Magnifique toile. Oui, c'est avec des couleurs. Il est vraiment. Il a une palette de couleurs étonnante. Enfin, il arrive à harmoniser des couleurs complètement flashy sans que ça devienne quelque chose d'insoutenable, mais c'est beau, c'est de la vraie peinture. Voilà tout ce que je peux dire. Je ne veux pas en tartiner pendant 3 heures. Le personnage nous a beaucoup impressionné. Je dois dire, non, franchement, comme je l'évoquais en ouverture de cette émission, j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Puis du coup, non, ça va. Elle bon, j'ai l'impression qu'elle pourrait passer sur un rouleau compresseur. Bon, moi, je sortirais de l'autre côté toute guette. Ce qui n'est pas mon cas. Mais je regrette pas du tout de l'avoir rencontré. Mais c'est toujours pareil. Vous êtes confronté, si vous voulez, avec ce personnage. Vous êtes confronté aussi avec l'œuvre d'une vie de 40 ans de travail, etc. Et ça peut pas laisser indifférent, quoi. Ça laisse vraiment des traces. Surtout que comme vous le verrez vous l'entendrez dans cette interview, c'est vraiment un être humain, quoi, avec toutes ses fragilités, avec ses forces aussi. Mais je crois que toute sa force, il la met dans sa peinture. Voilà, et toute sa fragilité, elle reste en lui, mais dans sa peinture, il met sa force. Et voilà, il y a quand même des choses qui peuvent donner des indications quand même sur sa grande sensibilité. Mais cette grande sensibilité, on la rencontre surtout quand on parle avec lui, je crois. Ouais. Il est extrêmement touchant, ouais. Ouais, extrêmement touchant, ouais, voilà. Bouleversant même. Pour ça, quand j'ai fait mon petit papier sur le blog, j'ai dit, peut-être que vous allez aussi pleurer. Et c'est possible parce que moi, il a fallu à certains moments que je serre les mâchoires parce que voilà, je suis un petit peu une pleureuse aussi. Faut reconnaître. Cette petite maison, elle abrite un géant, de mon point de vue en tout cas. Voilà, même si ça le gêne, tant pis. Et aussi, il nous a révélé, que vous l'entendrez dans l'interview, qu'il a eu aussi on lui prête une espèce de grange, je sais pas, dans un village de, non mais, vous allez voir le nom, Cromac. C'est ROMAC, Cromac. Et à Cromac, là, il a la place pour faire des très grands formats, parce que évidemment, dans son atelier à Coudekerque-Branche, non, il n'y a pas la hauteur, il peut pas. Puis alors, je dis, la place est vraiment réduite, parce que c'est pourri de formats de toutes les tailles, il y en a partout dans le couloir. Paraît-il qu'il y a une chambre dans la cave, dans le grenier, il y en a partout. Voilà.
Donc il peut pas vraiment s'exprimer là. Donc quand il a vraiment envie d'autre chose, et ben il se barre à Chromac et puis là, il peut faire des grands formats. Alors j'espère qu'un jour on pourra y aller parce que ça va pas être triste de voir ces grands formats. Voilà. Enfin, vous irez on vous donnera toutes les indications pour voir son travail, mais évidemment les reproductions, enfin les images qu'il y a sur le net, ça c'est très loin de ce qu'on peut ressentir quand on les voit, quand on voit les originaux, évidemment, comme toujours. Voilà. Ouais, donc voilà, on va lancer la première partie du montage. Bon, faut savoir qu'on a parlé 2 heures, qu'un montage, ça reste toujours qu'une réduction de ce qu'on a vécu, quoi. Il y a forcément des coupures, on a eu des tas de digressions sur des tas d'artistes, sur plein de choses. On a essayé de garder ce qu'il y avait de plus intéressant, quoi. Oui, alors qu'ils nous en veuillent pas, si on cite pas tous ses amis, artistes ou mécènes, etc. Il y en avait beaucoup. Et je pense que pour les auditeurs, c'est peut-être pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant pour nous, c'était intéressant. Ça rentrait dans cette conversation, etc. C'était des compléments d'objets directs. Mais là, bon, on a vraiment dû élaguer pour garder, disons, on a essayé de garder ce qui pouvait le mieux le représenter, vous le faire sentir, quoi, vous voyez. Et on espère qu'il sera pas choqué parce qu'on a gardé, parce qu'on a monté, quoi. Parce que évidemment, là, c'est nous on parlait entre nous, mais maintenant c'est public et donc peut-être que ça peut peut-être lui procurer un sentiment de malaise. Voilà. Puis la peinture, c'est venu comme ça. Ils croyaient que j'étais en droit, tu sais. J'étais à la fac, je passais mon bac. Puis je goûtais un branleur. Puis l'alcool a beaucoup participé, si tu veux, à des moments de chute, tout ça, tu vois. Bon, c'est sûr aussi, tu vois, ça participe à la vie de travail, tu vois. L'alcool, les joies, les choses terrifiantes. Mais je raconterai pas tout. Non, mais ta peinture, en même temps, c'est pas une peinture très apaisée. Hein. Non, mais en même temps, c'est une sorte de théâtre. Puis je sais pas ce qu'elle est, si tu veux. Moi, j'ai commencé ça, c'est 40 ans de théâtre qui a commencé, tu vois. Puis je continue mes petits trucs et tout ça, mais j'ai pas de jugement. Je suis revenu dans le Nord, si tu veux. J'ai retrouvé ces vieux collectionneurs qui avaient perdu de trucs. Et puis j'avais des vieux potes, si tu veux, puisque j'étais en 6e à Lens quand je suis arrivé. Et c'est tous mes vieux copains, et puis ils me disent, mais attends, j'ai vu des ouvrages chez un type qui avait acheté il y a 30 ans, puis il s'est revenu, ça m'a permis de refonctionner un petit peu. Je vais te raconter une histoire. C'est-à-dire que j'avais eu des bons galéristes, 2 carriers, si tu veux, qui travaillaient en Allemagne, Bruxelles, Touquet. Il y avait Apple, j'ai rencontré des gens étonnants, tu sais. Et au bout d'un moment, si tu veux, on me propose un atelier à Paris, mais je pouvais pas le payer, tu vois, j'habitais rue des Pyrénées. Alors il y a des choses qui te marquent, si tu veux, et moi je suis pas trop... je m'amuse, tu vois, je peins, mais je m'en fous un petit peu, tu vois. Et je te dis, au moment des champignons, puis je vais pêcher, mon beau-frère, on pêche le maquereau en mer, tu vois, donc quand il y a du maquereau, je travaille plus, tu vois, je m'en fous, tu vois. Tu vois, je fonctionne pas dans... Je mythifie pas la notion de l'artiste. Et ça, t'as des mecs qui ont une certaine adresse. Alors bon, ils fonctionnent. T'as les autres, si tu veux, ils pensent, tu vois. Mais je pense que c'est quand tu fais un tableau, bon, t'arrives à le vendre ou pas, mais t'en fais un métier. Puis c'est plus en vieillissant, tu commences à comprendre des choses, à penser. Tu vois, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait, pourquoi... Tu vois l'histoire? C'est bizarre, hein. Moi, j'aime bien le Nord. Je suis revenu, je sais pas pourquoi, comme les vieux éléphants pour mourir. Tu vois, donc, à maman, tu reviens. Je suis né à Lille par hasard. Parce que mon père était secrétaire fédéral de la préfecture de Lille. Et le lendemain, je partais. On se retrouvait dans le centre de la France. Puis après, il est resté à gauche. Et tout vient de... j'ai vécu, si tu veux, dans un petit peu la peinture, ça revient à ça. Tu vois, c'est sous préfecture de province, tu vois. Mes parents, ils déconnaient tout le temps, donc j'étais seul, tu vois, souvent. T'avais 5 chambres, la bonne, tu vois, et je vivais seul, et c'est mon fils unique. Et
l'enfermement vient aussi de cette province, si tu veux, où il fréquentait le médecin alcoolique, ou tu vois, le notaire, l'avocat, et tout ça. Et ça m'a bien servi après. Mon père n'était pas dupe. Donc on s'est bien marré, mais ça n'a pas été une petite vie de bourge, enfermée. Puis après j'ai fait le con. Pas mal, tu vois, bon. Je n'en rajouterai pas. Voilà. L'histoire. Puis la peinture, bon ben c'est. Tout le monde croyait que je faisais des études, et puis j'arrive à 18 ans à Lille, tu vois, on me file un petit studio, mon père me payait, et puis c'est parti. Donc après j'ai changé d'endroit, Paris, rue des Pyrénées, c'était le bon moment, tu vois. Donc c'était bien, tu vois. Et c'était un village, tu vois, tu vois, on se marrait. Et aujourd'hui, ton travail, donc tu disais que tu as plusieurs galeries, etc. Pour beaucoup. Tu travailles pas, tu fais pas de commandes. Par contre, dans le Nord, c'est que je fais jamais de commandes, mais avec les vieux collectionneurs qui connaissent, alors c'est les toubibs, tu vois, les mecs qui gagnent du fric et tout ça. Et ils sont maqués avec un mec qui est couvreur, des industriels, et ils achètent aussi des grosses pièces, tu vois. Pour ça, j'en ai vendu il n'y a pas longtemps. Et mais c'est jamais sur des commandes, ils viennent, puis ils aiment ou ils aiment pas. Mais ils vont plutôt à Cromac pour les gros trucs s'ils veulent. Puis je sais pas comment ça marche, mais ça doit se déduire de leur truc, c'est un petit peu le mécénat, tu vois. Ben, je me démerde, quoi, tu vois. Je me démerde. Mais je travaille avec une autre galerie en Belgique qui fait les foires, plutôt, c'est ces galeries qu'on appelle murs fermés, qui font que les foires, et tout ça. Moi, ce qu'on me demande, si tu veux, je le fais, tu vois. Je suis un mercenaire. Un mec qui s'est ruiné, si tu veux, en allant jouer au casino dans tous les coins du monde. Et Dominique, sa fille, dit, mais je l'adorais, mais il était ingérable. Et il arrivait à n'importe quelle heure. Alors, il y avait des coups de fil, c'était à l'atelier. 3h du matin, j'arrive. Alors je lui dis, mais tu me réveilles. Mais il dit, attends, j'arrive. Et il arrivait, il choisissait les tableaux. Bon, t'as toujours besoin de fric, tu sais, quand t'es peint. Il arrivait avec de la fraîche, celui-là, tu vois. Et il a dit, j'en prenais un petit pour sa fille après. Hop, celui-là, et il est mort 6 mois après. Tu vois, et il m'a fait vivre après la mort et il est mort dans les bras d'une jeune maîtresse à l'hôtel Grillon. Et tu vois, c'est ça aussi la vie d'artiste, c'est pas... Il y a eu des très bons moments et les mauvais moments, même, tu vois, ici, tu vois, dans ce petit lieu, ben, je suis bien. Je fais 5-6 trucs, si tu veux, par an, des gros formats, tu vois, des grosses pièces que j'enroule, tu vois, à Cromac. Puis là, j'arrive à subsister. Mais alors, si on peut poser la question quand même. Tout ce que tu veux. On peut parler, comment ça se passe une journée de travail pour toi? Est-ce qu'il y a des espèces, t'as des peintres qu'on dirait, tu vois, c'est vraiment... Tout dépend si tu veux de l'alcool. Bon, je suis un très gros buveur, malheureusement, depuis longtemps. Mais là, t'es pas chargé, apparemment. Je bois un peu. Ben, je bois, si tu veux, je commence, si tu veux. C'est con à dire, mais ça, t'as le droit de le dire. Ça fait le dire, et ça fait partie, si tu veux, du fonctionnement aussi, tu vois. Bon, quand j'ai rencontré Didi, j'étais plus vieux, tu vois. Bon, j'avais une vie un petit peu dissolue. Par réaction, peut-être, contre cette vie de province, tu vois, où j'ai déconné. J'ai rencontré tous mes vrais potes qui sont restés des potes à Paris, ici. Bah écoute, il n'y a pas de rythme. Ça peut se passer la nuit, dans des insomnies, tout descend. Puis je crois jamais, si tu veux, je suis jamais... je sais pas comment ça se passe, mais je suis jamais devant un tableau. Je suis devant, puis je dis, mais à quoi ça sert aussi, tu vois, tu vois, ça, j'ai pas de... Puis quand il est terminé, je sais que, bon, ça peut être... Bon, si t'en as un petit coup, tu vois, ou deux, tu te relèves le lendemain, l'après-midi, par exemple,
tu le vois, tu dis c'est de la merde, tu vois, c'est harcèlement humain, tu vois. Je pense que, je crois que la peinture, c'est ça, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les grandes envolées lyriques, tu vois, le travail, tu vois, le culte. Tu vois, non, c'est une sorte de quotidien, et puis tu as un petit moyen de t'exprimer en fonction de tes tristesses, de tes grandes joies, de tes malheurs, de tes fantasmes aussi, tu vois, et tu recolles ça sur le tableau, ça marche pas. Moi, le sujet ne m'intéresse pas trop en même temps, tu vois, c'est plutôt, bon, je fais un truc au milieu, tu vois, puis je suis content des fois, c'est des tout petits dessins, tu vois, une gueule de chat, tu vois, avec un chapeau, ça me suffit, tu vois. Donc quand tu commences, t'as pas une idée de ce que tu vas faire, tu fais pas des croquis, des machins, tu prends la mise en place, la composition. Je fais des trucs comme ça, mais je suis pas un très grand dessinateur. Mais je place un personnage, puis après il y a tout le petit théâtre qui arrive depuis 40 ans, puis ils viennent se greffer, tu sais, sur des choses, mais il n'y a pas de... Je fais des petites mises en scène, tout ça, puis j'essaye. Alors, ce dont j'ai toujours eu peur, c'est d'être anecdotique. Et je sais pas si je rentre dans l'anecdote ou pas, tu vois. Une inspiration qui est là. Non. Des fois, tu es complètement la tête dans le cul, tu vois. Comme tout le monde, je sais pas, quand tu fonctionnes comme moi, t'arrives, puis tu dis, quand ça sert, tu continues ton petit théâtre depuis 40 ans, tu vois, merde, et pourquoi... Puis à un autre moment, moi je suis insomniaque, donc je pense un peu la nuit, j'arrive pas à lire la nuit en plus, c'est con. Et puis tu te dis, mais on continue, que faire pour moi, que faire d'autre. Pour moi, c'est une sorte de moyen de voie de vie, quoi, tu vois, c'est simple, il n'y a pas de... Alors j'aime bien le maths, alors tu vois, c'est des choses très... Donc je travaille des fois avec un peu d'essence, tout ça, mais la plupart du temps, c'est parce que ma mère m'emmène en Italie voir les Giotto et la matité des choses, c'est-à-dire qu'on peut voir un tableau de côté, il ne faut pas que ça brille, tu vois. C'est des petits détails, tu vois, qui peuvent paraître cons, mais donc j'ai travaillé toujours avec des liants Lascaux, des pigments, des trucs comme ça, en jus, tu vois. Il faut que ça... Pas comme la feuille, c'est très compliqué, tu vois. Et quand ça sèche pas assez vite, j'ai mon sèche-cheveux, bof. Tu vois, tout est... Si tu veux, c'est... T'aimes pas la brillance? Je déteste. Tu vois, les vernis, les trucs qu'on met au-dessus. Et pourtant, quand on regarde ton travail, évidemment sur le net, là on le voit en vrai, déjà quand même, ça n'a rien à voir, ça semble lumineux. Tu vois? Non, mais je n'aime pas la brillance, c'est chimique. Oui, non, mais il faut qu'on voit un tableau de côté. C'est con à dire, mais c'est des petits détails qui m'ont marqué. Tu vois, j'aimais bien Giotto, Piero de la Francesca, peut-être plus que les Flamands. My baby ease my mind, makes me feel secure. But nowadays, you know, you just can't be too sure. I keep a backup mama, and she live way across town. I got a backup mama. If mama number one is not around, you can't tell about a woman that can get right mean. So I check in twice a month, making sure she's on my team. I got a backup mama.
town. I got a bag of mama. If mama number one is not around, I call it love insurance. I know I'm in good hands. I don't worry if my baby finds another man, 'cause I got a backup mama, and she live way across town. Got a backup mama. If mama number one is not around, I keep a backup mama. If mama number one is not around. Voilà, c'était Buddy Guy qui interprétait Backup Mama. Et on va continuer donc à écouter la deuxième partie de cette interview, enfin le montage qu'on a fait Piquet-Coup, voilà. Si vous voulez, c'est un montage à partir de 2 heures de conversation, mais on a voulu laisser, surtout, enfin Piquet-Coup a voulu laisser le naturel de la conversation. On n'a pas bidouillé, si vous voulez. On aurait pu vraiment monter quelque chose de complètement oui, enfin sans vraiment de sensibilité, mais les trucs comme fond on fait sur France Q, vous voyez. Mais c'est pas notre truc. Nous on veut du vrai, voilà. Et c'est à vous après de savoir si vous avez trouvé votre provence, si vous avez été sensible, si vous voulez, à ce côté biologie, pas biologie, ce côté bio. Ouais, on a voulu respecter la chronologie, parce que je crois que Jean-Paul, c'est ça aussi, c'est parler d'une chose, d'une autre, revenir. Donc pour nous, c'était important de garder ça en forme comme ça. Bien sûr. Je vais te montrer un grand format. C'est du tu dis, je fais pas de grand format. Il y en a, c'est pas un grand format, mais c'est des canaux qui viennent de revenir de l'île. Je vais te montrer un truc, et c'est le touch-up canard. Il vient de revenir, je l'aime bien. Je peux te le mettre là? Bien sûr. Je vais te le montrer. Et je te dirai le titre après, tu vois, justement, cette chose-là. Il vient de revenir du Mexico, malheureusement. Je te la mettre là. Tu vois le théâtre? Ben, c'est ça le théâtre. Et je fais pas exprès. Alors, tu vois, en même temps,
Alors, tu vois, c'est le mec qui touche les cadavres. Moi, je suis là en train de pisser. Bon, tout le temps, je me fais, tu vois. Et c'est l'inspecteur Magret. C'est pas bon. Je l'aime bien et sans l'aimer, tu vois. En même temps, pourquoi? Parce que c'est le Moyen-Âge, les flammes. Tu vois, je travaille. Et dans la maquité, ce que je te disais, c'est que tu regardes, tu regardes comme ça. Ça brille jamais. Il y a une certaine tendresse. Il y a une tendresse, il y a une solitude, tu vois, ils sont tous... T'as compris. Ouais, voilà. C'est une sorte de difficulté de vivre et de joie d'envoler lyrique. Tu passes de rire aux larmes, hein, tu vois. C'est l'histoire. C'est inconscient. Alors, Je suis content que vous l'ayez remarqué en passant à Ostende. Il y a une certaine tendresse. Une sorte de difficulté de vivre et de joie d'envoler lyrique. Tu passes de rire aux larmes, hein, tu vois. C'est l'histoire. Parce que Clown, il a été fait il n'y a pas longtemps. En même temps, je voulais qu'il soit très tendre. Et c'est le mateur, tu vois. C'est une petite toile que j'ai faite. Et le fait de lui mettre ce nez, ça devient inquiétant. Parce qu'il y a une sorte de mythification de l'artiste, de l'art, tu vois. Tu vois. Et quand tu vois Vermeer, si tu veux, c'est sa bonne femme qui avait sa petite maison, il peignait ses trucs. Après, on mythifie Vermeer, mais tu revois même ce film qui était beau, La jeune fille à la perle, et qui explique exactement le fonctionnement. Ce mec qui n'avait rien, il peignait très peu en même temps, tu vois. Et alors après, Vermeer, tout ça, mais Vermeer, il en chiait. C'est un besogneux. Un besogneux qui travaillait dans un fonctionnement complètement... tu vois, mais alors, ce que j'aime pas, c'est tous ces bobos qui représentent environ 0,5% qui vont voir, tu as les fracs, le tas de charbon dans un coin, c'est 0,5% de la petite et les petits intellos qui ne vont pas voir une exposition, ils rentrent pas dans les rues de Seine, si tu vois, s'ils voient une figuration, et c'est derrière. Mais on en parle, mais on ne peut rien faire. Puis bon, ils continuent, mais c'est pas grave. Et dans le Nord, tu vois, ce pays, bon, qui peut paraître complexe et tout ça, un vieil artiste, il y a un vieux sculpteur qui est mort, Gaden, un type qui est connu en Europe. Tu avais des toubites qui étaient là la nuit de sa mort, des vieux collectionneurs, qui vivaient seuls, tu vois, ils ont été là et tout ça, tu vois. Tu vois, il y a une sorte de fonctionnement. Ma baraque, elle fuit partout et tout ça maintenant. Et il y a un type, si tu veux, Bédoré, qui était l'ancien chef de service de psychiatrie d'Armentières, collectionneur d'art. Et il y avait le couvreur qui vient là, qui est un type, si tu veux, étonnant. Qui a une entreprise énorme, et il a foutu ses ouvriers sur certains trucs qui participent, qui ont leurs trucs et tout ça. Et il dit, Bédoré, il y a un peintre là, qui n'a pas trop de rond, et il travaillait ici sur un gros truc, si tu veux, sur le port. Les mecs sont venus. Il est passé avec un ouvrier, enfin c'est pas lui, tu vois. Ils ont foutu 7-8 tuiles, tu vois, ça m'aurait coûté 1000 balles, tu vois. Parce qu'il y avait un petit appareil, troc, je lui ai filé un truc, si tu veux, un beau bois. On a fait une exposition chez lui dans un lieu, tu vois, informel. J'ai vendu 2 grosses pièces, tu vois. Et tu vois des rapports, le troc, tu vois. Et c'est un petit peu l'esprit aussi d'ici, du Nord, de ces choses. Et j'aime bien. Il y a un vieux pote là, qui est un peintre, qui fait des collages, qui est collagiste. Bon, il est connu, à une époque, il a été connu. Et c'est un type, c'est lui qui a fait de la tôle et tout ça, c'est un de mes meilleurs potes, je dirais pas le nom. Et il a fait de la tôle, et puis il sort de tôle, et puis son père était routier, alcoolique et tout ça, il castagnait. Et il m'a raconté qu'il est, en sortant de tôle, si tu veux, il était dans l'Aisne, tu vois. Et puis il se promenait tout seul la nuit, à la tombée de la nuit, tu vois, avec son sac, il avait 21 ans, tu vois, il sortait de tôle pour matraquage, tu vois, il se battait. Et il y a une vieille bagnole qui s'arrête, et c'était un vieux mineur à la retraite avec sa femme. Il l'a pris, il m'a dit, hey, gamin, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je sais pas, il dit, je vais essayer de trouver un endroit, une grange, un truc et tout ça. Ben, il dit, viens à la maison.
Il est resté 2 mois, il a tout refait. Il a refait le toit. Le truc, c'est un bricoleur, tu sais, c'est un mec que je fréquente tout le temps, tu sais, qui habite à Lyon. Il lui a tout refait, tout ça, puis il est reparti, tu sais. Mais il dit, tu vois, ils m'ont reçu comme ça, sans rien demander. Comme je te parlais de mes brouillards, bon... Et j'en rêve des fois, si tu veux. Puis après, j'ai travaillé, puis j'étais en seconde, et puis j'avais fait le concours national sur l'Holocauste, parce que bon, je m'intéressais à ça, mais on peut penser que c'est parce que tu es adolescent, et puis qu'il y a quelque chose de... Cette mort, c'est mort, tu vois, et tout ça. Non, pas du tout. Je comprenais pas le fonctionnement, si tu veux, des trucs. Et souvent, sur des tableaux, il y a des rails, comme de l'entrée d'Auschwitz, tu sais, mais c'est inconscient. Et je le fais vraiment, mais avec t'as ce tableau-là, tu vois. Tiens, plus là un petit peu, tu vois. Celui-là, tu vois. Non, celui-là, regarde. Et ben, c'est celui-là, il y a la maîtresse du jeu. Pourquoi il y a des rails? Parce que c'était des rails. Quand je suis allé faire, j'avais la bourse pour aller. Il n'y avait plus de place. Ils m'envoient en Pologne. Et il n'y avait plus de place pour les peintres, tu sais. Et tu sais où je me retrouve? J'étais à Lille, c'est dans les années 70. Et puis j'avais passé des trucs et tout ça, et on me dit il n'y a plus de place pour les peintres, allez en Pologne à l'école de Cracovie des graveurs. Moi qui suis maladroit, j'ai eu les jetons. J'ai rencontré des mecs, Sislevich, tous les grands. Puis ils m'ont fait faire des essais, puis je me suis cassé, puis j'ai visité la Pologne, tout j'en ai profité pour aller à Auschwitz et tout ça. Il y a des rails tout le temps, là, sur celui-là. Ouais. Mon père, si tu veux, qui était justement ce sous-préfet. Et tu vois tu sais ce qu'il avait. Je l'ai jamais foutu sur sa tombe, tu vois. Parce qu'il se piquait d'être poète. Et la seule chose qui était intéressante, au moment de la truite, si tu veux, il partait, il travaillait plus, il avait son secrétaire qui travaillait pour lui, et il pêchait, pêcheur. Et il m'a dit, quand je mourrai, tu me mettras sur ma tombe, si j'ai un pêcheur endormi, et son bonheur doit être extrême, car étant mort, il peut ainsi faire ses asticots lui-même. À la campagne, dans l'Aisne, au milieu des vignes de Champagne, avec tous les cons. Voilà, c'était le sommet. T'as les mecs qui disent, comment tu fais? Ben, qu'est-ce que tu fais? À part ça, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles ou pas? Je dis, moi, je vous emmerde, oui, je pars. Et il dit, mais ça vient de ta tête ou quoi? Tu vois, des trucs très bizarres. Donc, je suis resté 4-5 ans là-bas, avec lui. Et on est reparti. Bon, on avait encore un peu de rond, on revend là-bas, et il a dit, pourquoi pas retourner dans le Nord? Tu sais, on a vécu dans 5-6 endroits, tu sais. Et je suis revenu ici, puis bon, au bord de la mer, c'était trop cher. Donc, je trouve cette maison typique, chiante, qui pouvait paraître triste, mais je me suis habitué à cet endroit, tu vois. Je dis, je peins l'hiver ici, là, je suis revenu. Puis l'été, bon, je vais travailler dans un lieu plus grand. Puis des fois, je peux arriver à faire quelques beaux formats, même ici, tu vois, avec ma musique, mes trucs, tu vois, dans une sorte de quotidien. Tu vois, la vie, c'est comme ça, se déroule, tu vois, d'une façon, et c'est ce que j'essaye de dire, tu vois. C'est un déroulement, tu vois. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les sculpteurs touchaient à la peinture, et peu de peintres, je pense, touchaient beaucoup à la sculpture. Je me retrouve devant Guernica quand ça arrive à Madrid, j'ai refait le syndrome de Stendhal, tu vois, au musée de la Reine Sophie. Il n'y avait personne, j'étais seul devant avec des amis, ils sont restés, je suis resté devant ce truc qui est comme un travail préparatoire, presque en jus, tu vois. Et là, tu te dis, tu es devant l'histoire de l'art. Qui, si tu veux, je pense que l'artiste aussi est créé par les gens, les critiques, les galeristes et tout ça, qui fonctionnent et ils lancent, si tu veux, des idées. Les gens connaissant pas l'histoire de l'art, si tu veux, hop, ils rentrent dedans, tu vois. Tu vois. Et c'est tout, si tu veux, ça s'arrête là. C'est la création du mythe. Tu vois, mais non, mais tu vois, c'est vrai, je pense. Tu vois, il y a une fausseté totale, tu vois. T'arrives dans un repas. J'ai vu des gens qui vont 3 expositions par an à Paris, des expositions qu'il faut voir, ils font la queue
Et ils vont pas dans une petite galerie, un petit truc comme ça dans un coin, tu vois, ils ne rentrent pas. Ils ne voient pas, tu vois. Non. Je pense que si tu veux, ça fait partie un petit peu d'une sorte. Oui, le mythe de l'art. C'est con à dire, si tu veux, mais. Parce que, en même temps, tu vois, bon. Tous ces peintres flamands et tout ça, si tu veux, c'est deux Anglais qui se baladent fin 18e, qui retrouvent des peintres flamands dans les boulangeries, dans les trucs, les peintres italiens et tout ça, qui n'étaient pas... Ça commence, si tu veux, à cette époque-là, c'est deux mecs, il y a un livre étonnant là-dessus. Et après, hop, tu vois, il y a... donc, même à cette époque-là, on reconnaissait pas qu'il y avait, tu vois, un Van Eyck et tout ça. Ouais, donc c'est la complexité de la chose, c'est la fausseté des choses. Lisa. Puis voilà. Ouais, c'est de la rigolade, quoi. Quand même l'histoire de l'art. Bien, même. J'ai enseigné. Ouais. Et je pense, si tu veux, je suis peut-être parce que je suis un mélancolique, si tu veux, depuis tout petit, tu vois. Les sous-préfectures de province, enfant unique, tu vois, donc, tu vois, bon, je suis passé par là, mais je sais pas. Mais des fois, ça me prend, c'est pas simple. Bien sûr, il y a la guerre d'Irlande. Il est peuplade sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il y a plus d'Amérique. L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur, vous montonnez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Amours qui ont mal nos dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ce métro rempli de noyés. La vérité qui nous évite. Mais voir un ami bien sur nos miroirs.
frère. Tellement qu'on n'est plus étonné que par amour il nous lacère. Mais voir un ami pleurer. C'était Arnaud, voir un ami pleurer. Une émission qui était consacrée à un immense peintre, pour nous en tout cas, Jean-Paul Souvraz. Voilà, vous avez eu la chance, je crois, comme nous, on la partage d'ailleurs avec beaucoup de joie avec vous, d'entendre la voix, d'entendre aussi le cœur d'un grand peintre, un grand artiste, même si lui doit peut-être un peu ricaner en entendant ça, mais pourtant c'est vraiment profondément ce que Piqueco et moi nous pensons après ces quelques heures passées près de lui, à l'écouter, à le regarder bouger, ses toiles, et voilà. Et cette chanson de Jacques Brel, chantée par Arnaud, voir un ami pleurer, nous semblait une belle conclusion à ce moment de vie, aux côtés de cet artiste, qui est assez exceptionnel. Je pense que l'histoire de l'art le retiendra, lui, au moins, je crois. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.